Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Nous leur donnons souvent la parole dans cette émission. Les syndicalistes sont une part essentielle du milieu de l'éducation. Mais dans quel état se trouve ce secteur? Eh bien, c'est l'objet du dernier livre de Ismaël Ferrat. Il sera avec nous en première partie de notre émission. Décortiquer et analyser pour mieux comprendre le tabou des tabous qu'est l'inceste. C'est le travail entrepris par la journaliste Marine Courtade dans son ouvrage. On ne parle pas de ces choses-là. Elle sera avec nous en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Emma Ferret. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec les suites des révélations sur l'enquête concernant l'aide sociale à l'enfance. Oui, 83 heures d'audition et 126 personnes entendues. On parle de vies humaines, de vies d'enfants, des moments difficiles soulignés par les participants à ces entretiens. Dans une assemblée morcelée entre les différents groupes politiques, l'hémicycle est cependant parvenu au constat de l'échec de ces politiques publiques. Un indice révélateur pour Laurent Miller. Elle est députée Ensemble pour la République et présidente de cette commission d'enquête. On est arrivé à la fin de cette commission d'enquête et d'ailleurs à chaque audition à ce que finalement tous les groupes politiques partagent le même constat sur l'échec de cette politique publique, sur ses défaillances, sur ses manquements. Et je pense que c'est assez symbolique et assez révélateur que l'on puisse tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, partager le même constat sur l'échec de cette politique publique. Vous dire aussi qu'à l'issue, Madame la rapporteure nous a présenté son rapport en commission d'enquête la semaine dernière et qu'il y a eu un vote unanime sur ce rapport. Donc évidemment, sans aucun doute, des divergences peuvent exister entre les groupes sur la priorité à donner à telle ou telle mesure, mais il y a eu un vote unanime sur ce rapport, ce qui veut aussi dire que nous partageons tous, tout groupe politique confondu, l'urgence à agir, que nous partageons sans doute tous la nécessité, je pense, d'une réorganisation du système profonde. Unanimité et validation des recommandations de la rapporteure. À ce sujet, les alertes avaient pourtant été données en amont par plusieurs enquêtes. C'est notamment le cas de Claude Ardide, auteur de La Fabrique du Malheur aux éditions de l'Observatoire. Il dresse un bilan glaçant. C'était au micro d'Yves Calvi sur RTL. Il manque 70 000 éducateurs. Mais j'ai fait des interviews dans ce livre de puéricultrices. Il manque de puéricultrices. On manque de psychiatres. Je veux vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Parce que franchement, j'ai la colère après ça. Mes amis psychiatres, psychologues, qui font des expertises médico-légales, soit des agresseurs, soit des mises en cause ou des enfants, notamment à Marseille, mais c'est partout en France. Ces psys, aujourd'hui, qui font des expertises, ne sont pas payés depuis 11 mois. Mais ils sont obligés d'exercer leur métier, parce que si les dossiers ne sont pas constitués, ils n'arrivent pas sur le bureau des juges ou des parquets du parquet mineur. Donc, on est dans un système, non pas au départ, quand je fais le livre, je me dis, le système s'effrite. Non, il ne s'effrite pas, il s'effondre. Une révolution totale de l'ASE et non pas des mesurettes, comme il dit, c'est ce qu'il demande, Claude Ardide. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de professionnels du secteur et c'est notamment le manque de moyens pour signaler ces maltraitances qui revient régulièrement. Un enfant aujourd'hui en France qui soit confié ou qu'il soit, je dirais, au sein de sa famille originelle, souffre d'un manque de moyens pour signaler toute forme de maltraitance. Et il me semble que je souscris tout à fait aux propos qui ont été ceux des invités ce soir, et également les recommandations qui ont pu être formulées sur l'accès au droit. Exercer un droit, c'est avant tout le connaître. Et donc, il faut des relais de transmission de ces droits fondamentaux. Et l'une des recommandations est relative à la présence d'un avocat pour assurer la défense des intérêts des enfants devant le juge des enfants. Sarah Després, donc avocate et ancienne enfant placée, elle milite pour un meilleur accompagnement des mineurs et souhaite aller plus loin que la loi Taquet de 2022. Protection des enfants toujours et également dans les établissements scolaires. Hier, la ministre de l'Éducation était interrogée sur la possible fermeture de l'établissement tristement connu de Bétharram. Pourquoi ne ferme-t-on pas ce pensionnat du Béarn dont les violences maintenant déclarées font l'objet de centaines de plaintes? C'est en substance la question posée hier à la ministre. On l'écoute. Vous savez qu'il y a eu un contrôle pendant presque une semaine par 8 inspecteurs. Moi, j'attends les résultats de ce contrôle que je n'ai pas encore.
en fonction des résultats, on prendra toutes les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que la fermeture d'établissement n'est pas exclue si c'est nécessaire. Enfin, je ne vais pas vous dire avant d'avoir lu le rapport, bien sûr, mais ça fait partie des pistes. Par principe, il peut y avoir des faits qui font l'objet de remarques, de mise en demeure, si je peux dire, de l'établissement. On peut suspendre, revenir sur le contrat quand il s'agit d'un établissement sous contrat. C'est la première étape, voire même s'il y a des faits qui sont d'une particulière gravité, on peut aussi fermer un établissement. Ça, c'est plutôt ce qui nous arrive dans des établissements qui sont hors contrat, mais voilà, la panoplie, elle est là. Elisabeth Borne dit travailler avec les responsables de l'enseignement catholique pour que de tels faits ne se reproduisent pas. La fermeture de certains établissements scolaires, c'est aussi la décision qu'attend le lycée musulman d'Averroès de Lille. Oui, pour rappel, le lycée avait perdu son contrat avec l'État à la suite d'une décision du préfet, mais la ministre souligne son désaccord avec le rapporteur public. Écoutez, on ne partage pas l'avis du rapporteur public, donc on verra ce que le tribunal... Qui dit, lui, qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il se trouve, qu'il n'y a pas de problème avec la laïcité. Il se trouve que l'inspection disait autre chose, donc en fonction de la décision du tribunal, on pourra, le cas échéant, faire appel. C'est-à-dire, si le tribunal dit qu'il n'y a pas de problème dans cet établissement, l'État fera appel. Vraisemblablement. La décision de justice concernant le sort de l'établissement Averroès sera rendue le 23 avril. Elisabeth Borne, qui a aussi annoncé une réforme de la formation des enseignants, a tenu à rendre plus lisibles les lignes de celle-ci. Oui, redonner la foi en la vocation du métier de professeur et un meilleur accès aux postes à pourvoir. Et ils sont nombreux encore vacants. On en parle régulièrement sur ce plateau. La ministre, elle, s'est montrée plutôt pleine d'espoir à ce sujet. Alors, j'espère surtout pourvoir tous les postes. Parce que vous savez qu'en 2024, on a mis 16 000 postes au concours et 3 000 postes n'étaient pas pourvus. Donc l'objectif, évidemment, le nombre de recrutements dépend des départs en retraite, du nombre de postes globaux. Et l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de candidats, c'est de redonner envie d'enseigner. Et donc de proposer à des jeunes qui sortent du bac des parcours lisibles sur le chemin qui peut vous mener au professorat des écoles. À noter que les salaires des enseignants ont été revalorisés pour les débuts et pour les fins de carrière, mais que, selon Elisabeth Borne, il reste, c'est vrai, un plateau désespérant entre ces deux étapes de carrière. Et dans ce grand oral, la ministre est également interrogée sur la fameuse question des vacances scolaires. Et oui, raccourcira ou raccourcira pas. La bombe avait été lâchée il y a à peu près 1 an par le président de la République. Et elle inquiète autant les professeurs, les enfants évidemment, mais aussi les parents. On écoute Elisabeth Borne. Ce sujet, il revient sans doute, et moi, il se trouve que je vais beaucoup dans des établissements scolaires. Les élèves posent la question, ils disent on a des journées trop longues. Alors ensuite, ça renvoie aussi à des débats sur les rythmes scolaires. Vous vous souvenez qu'on a eu à une époque des grands débats sur les rythmes scolaires. De 4 jours, tout ça. Voilà, donc du coup, ce sont des sujets, les élèves souhaiteraient avoir des journées plus courtes. Si on a des journées plus courtes, soit il ne faut pas être en 4 jours, soit il faut avoir des vacances plus courtes. Donc ce sujet revient effectivement, mais je vous dis, on ne peut pas décider sans mettre autour de la table tous les acteurs concernés. Pour la ministre, ce projet n'est donc pas dans les tiroirs et ne peut pas se faire aussi facilement. À noter quand même, on se souvient qu'une grande concertation sur les rythmes scolaires avait été annoncée il y a quelques mois au moment de la nomination d'Elisabeth Borne rue de Grenelle. Le sujet reste donc sur la table. Et puis autre sujet, Elisabeth Borne avait été aussi interrogée sur le programme de l'EVARS dont la mise en place est attendue. Attendue ou redoutée par certains parents, et c'est d'ailleurs l'objet de l'interrogation d'Isabelle Rome. Elle était ancienne ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et elle a interrogé la ministre de l'Éducation sur la réticence de certains parents à laisser ce programme s'appliquer. Il y a 160 000 agressions sexuelles sur des mineurs chaque année, essentiellement dans la sphère familiale. Justement, c'est ce que vous disiez, les obstacles, c'est dans la famille. Notre responsabilité, c'est d'apprendre aux jeunes que leur intimité, leur corps doit être respecté, de leur apprendre cette notion de consentement et de leur apprendre aussi à identifier des adultes de confiance pour pouvoir se parler, libérer leurs paroles. Vous, Elisabeth Rome, c'est que même des parents s'opposent à ce que cette éducation soit faite à l'école. Oui, alors elle est obligatoire en fait. Oui, voilà. Il y a des parents qui font pression. Elle est obligatoire depuis 2001, mais il n'y avait pas de programme. Et donc désormais, il y aura un programme qui a été approuvé à l'unanimité du Conseil supérieur de l'éducation avec des représentants des parents. On informera en début d'année les parents du contenu de l'enseignement qui va être présenté à leurs enfants, mais ces séances se tiendront puisque ça fait désormais partie du programme. Elisabeth Borne qui rassure donc quant à la mise en place de l'EVARS, qui pour rappel, comme elle le disait, est une obligation depuis 2001.
Et on va terminer ce journal par une sortie cinéma comme chaque mercredi. Et cette fois-ci, c'est un road trip familial. Oui, comment élever ses enfants quand on a eu des parents défaillants? C'est la question que pose la réalisatrice Baya Kasmi dans son dernier film, Mikado. C'est l'histoire d'un road trip en famille où les parents, joués par Félix Moati et Vima Laponce, élèvent leurs enfants dans un van selon leurs propres valeurs et dans une totale liberté. Des enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil et pas scolarisés. Mais tout va basculer un jour où la société finit par les rattraper. On va regarder la bande-annonce. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou... Non, enfin oui, fille. Elle est morte, votre batterie. Oh non, putain de merde. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. La rue que tu habitais. Il veut rester longtemps, tes potes, avec le camion, là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Officiellement, je suis jamais née. Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Je veux pas que les momies se sentent bien ici. T'as pas envie que ça? Ah si, mais pas avec des choses qu'on peut pas se permettre. C'est difficile, le collège. Tu veux y aller? Il est très gentil et très intelligent, je trouve. Il est prof, quoi. Voilà, Mikado qui propose une réflexion sur le passé familial, l'éducation, mais aussi les responsabilités de la société envers les enfants. Et donc, c'est avec Félix Moati, Ramzi Bedia et Vima Laponce, et c'est en salle aujourd'hui. Merci beaucoup, Emma, pour ce JT. Alors, comment fonctionnent les syndicats de l'éducation nationale? Premier à réagir en cas d'annonce, premier aussi dans la rue en cas de décision contestée. Savez-vous vraiment qui sont les membres de ces organisations aussi essentielles que décriées, ou même parfois avec beaucoup de clichés? On va en parler tout de suite avec le professeur en sciences de l'éducation, Ismaël Ferrat. Ismaël Ferrat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau sur le Grand JT. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre et également auteur de ce livre, Les syndicats de l'éducation nationale, des acteurs en mutation, aux éditions PUF, on dit ça comme ça, éducation société. On associe souvent l'image du syndicaliste jamais content, qui est toujours en colère. Est-ce que c'est un pléonasme ou un cliché? Alors, le cliché est ancien et on en discutait un tout petit peu avant. Il y a un sketch célèbre des Inconnus sur les enseignants et les syndicats qui date de 35 ans et qui disait déjà les syndicats ne sont jamais d'accord, ils sont très nombreux, ils réclament tout le temps de l'argent. Donc, le stéréotype n'est pas nouveau. Il s'est renforcé depuis quelques années. Parce que tout simplement, on considère que les syndicats sont devenus une forme de poids contre les réformes. Très souvent, on les considère comme étant des éléments qui vont gêner, perturber, voire empêcher des changements dans l'école, ce qui a renforcé les stéréotypes. Voilà, des stéréotypes, c'est quand même le mot qui revient systématiquement. Qui dit stéréotype dit quand même cliché. Est-ce que c'est pas aussi une image qui est entretenue donc volontairement pour faire front contre les pouvoirs publics? C'est-à-dire que c'est un contestataire mais utile. Alors, ça dépend des syndicats. Il y a une tradition, on va dire, plutôt de négociation. C'est un syndicat de fonctionnaires donc, qui est très souvent conduit à négocier avec les pouvoirs publics. Et donc, il y a un rapport un peu complexe à la contestation. On mobilise, on fait des grèves. Parfois, on fait des actions un peu plus fortes, comme les menaces sur les examens, le baccalauréat, comme ça a été le cas récemment. Mais très souvent, ces syndicats sont très légalistes. On remarquera qu'en règle générale, dans les manifestations les plus violentes, il y a rarement des enseignants. C'est quand même un corps de métier, enfin enseignants et autres personnels, parce qu'il faut mettre les deux en avant. Ça reste des syndicats qui sont quand même très légalistes et globalement quand même adeptes de modes de revendication relativement modérés. Oui, pour être dans le dialogue évidemment, et on va en parler parce qu'il y a tellement de syndicats dans l'éducation nationale qu'effectivement on va avoir des précisions sur qui ils sont dans quelques minutes. Juste, on dit que la France est souvent réfractaire au changement. Je ne pense pas que ce soit grossi comme trait, c'est un peu vrai, et particulièrement dans le secteur de l'éducation. Est-ce que, quelle est la part justement que prennent les syndicats dans ces changements potentiels, dans cette mutation ? Alors, il faut souligner que les syndicats ont en fin de compte très peu de pouvoir en réalité sur les politiques éducatives. Celles-ci sont décidées par un ministre qui a beaucoup de pouvoir par rapport à d'autres pays. On a beaucoup parlé du cas américain où on démantèle le ministère fédéral de l'éducation, mais celui-ci n'a aucun pouvoir en réalité. Ce sont les États et les communes qui gèrent très largement l'école. En France, on a un ministre de l'Éducation qui a un vrai pouvoir, avec une administration qui est très hiérarchisée, très centralisée. Et dans ce ministère, les syndicats ont un poids qui est réel, mais
en fin de compte, assez marginal sur la conduite des réformes. Et la preuve, les réformes qui ont été contestées par les syndicats depuis maintenant quelques décennies passent en réalité. Donc il n'y a pas eu d'exemple de réforme majeure qui ait été bloquée par les syndicats. Il peut arriver que certains aspects soient remis en cause, par exemple sur le collège, par exemple sur les statuts enseignants. Mais grosso modo, les syndicats ont un pouvoir de contestation, on va dire, médiatique, public, mais dans les faits, ont du mal à bloquer les réformes parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens techniques de bloquer des réformes qui font consensus dans les pouvoirs publics. Alors s'ils n'ont pas autant de poids, comme vous le dites, comment vous expliquez le fait qu'une énorme partie, une très grande partie de la profession, que ce soit enseignant ou, avec ce terme assez maladroit, non enseignant, le soit, parce qu'on voit une mobilisation générale quand même pour la syndicalisation. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un déclin qui n'est pas que français, qui est un déclin en réalité dans tout l'Occident, des effectifs syndiqués dans les systèmes éducatifs. Donc, on voit que petit à petit, les enseignants et les non-enseignants, effectivement, le terme n'est pas très heureux, sont de moins en moins syndiqués. Et dans l'enquête que j'ai menée auprès des syndicats par questionnaire, on se rend compte que la moyenne d'âge des militants syndicalistes est sensiblement plus élevée que la moyenne d'âge des corps qu'ils représentent. Et donc, on a un phénomène de vieillissement du militantisme, comme on dit en sciences sociales, qui petit à petit crée une forme d'écart entre le profil social des militants syndicalistes, qui sont souvent des gens bien installés dans la profession, qui sont plus sur statut stable, donc très peu de CDD par exemple, souvent relativement diplômés aussi. Donc plutôt un syndicalisme on va dire, de gens plutôt favorisés, pour le dire assez clairement, et qui en fin de compte est petit à petit en décalage par rapport à un ministère où le nombre de contractuels, de rupture de contrats augmente, et donc on a un phénomène d'éloignement entre les militantes et les militants de ces syndicats et leur base en termes de profils sociaux et on va dire d'âge et d'autres critères. Vous parlez des contractuels justement, ça a beaucoup fait débat bien sûr depuis quelques années, notamment avec le remplacement de ces professeurs absents. Est-ce qu'ils sont représentés par les syndicats aujourd'hui? Alors ça, c'est un gros problème pour les syndicats. Leur programme est très clair, ils sont contre les contractuels, enfin pas contre les personnes, mais ils sont contre le statut de contractuel. Le système en fait, tout à fait, de contrat, et donc ils considèrent que le CDD est une menace pour les statuts. Là, ça fait consensus dans les organisations, quel que soit le secteur. Le problème, c'est qu'ils existent, ces gens, et donc on a aujourd'hui une augmentation très forte du nombre de contractuels, notamment liée au fait qu'on ait recruté beaucoup de AESH, donc les personnels qui sont en charge de l'inclusion des élèves en situation de handicap, et donc le problème, il est une forme comment dirais-je, de paradoxe pour ces syndicats, c'est de dire on est contre ce statut de contractuel et en même temps on a une réalité. Et on se rend compte que pour ce qui est au moins des militants qui ont répondu au questionnaire, il y a extrêmement peu de contractuels, en tout cas beaucoup moins que dans la population qui serait syndicable. Mais vous l'avez dit juste avant, effectivement, c'est une population qui est quand même assez vieillissante, qui, vous le dites aussi, qui finalement est assez aisée aussi. Les nouveaux syndicalistes, les jeunes, est-ce qu'ils vont, donc enseignants ou non enseignants, est-ce qu'ils vont vers un syndicalisme un peu différent que celui qu'on a connu, par exemple, il y a 40 ans? Alors très clairement, il y a des différences et qui d'ailleurs sont assez intéressantes. Globalement, le fait que les syndicalistes soient plus diplômés, sur des statuts plus stables et sur des rémunérations qui soient favorables, c'est en train de devenir la norme. En fait, paradoxalement, ce qui était la spécificité de ce secteur est en train de se généraliser. Et je prends souvent un exemple d'ailleurs quand j'interviens sur cette question, c'est la CGT. La CGT est dirigée par une CPE, ce qui historiquement est quand même très étonnant dans un syndicat très ouvrier. Et en fin de compte, on voit une espèce d'homogénéisation sociale entre les différents syndicats et confédérations où on a un profil de gens diplômés, classe moyenne, intellectuelle ou professions fortement qualifiées. Donc de ce point de vue-là, on va dire l'écart, il se resserre entre toutes les organisations et on voit une espèce de milieu social assez homogène. Là où il y a un changement très très frappant, c'est le fait que les jeunes qui rentrent, et ça confirme les travaux qui existaient déjà, sont des jeunes qui sont moins militants ailleurs. La tradition dans le syndicalisme de l'éducation nationale, c'était d'avoir des gens qui étaient syndicalistes, militantes et militants de partis politiques et d'associations. Les jeunes sont militants syndicaux, mais pas le reste. Donc, ils ne sont pas politisés. Tout à fait. Alors, ils ont des opinions, ils sont très clairement à gauche, ils restent largement sensibles aux questions politiques. Par définition, lorsqu'on est syndicaliste, on a tendance à être
plus sensibles aux questions du militantisme, mais ils sont moins adhérents ailleurs. Et donc il y a une espèce de spécialisation, si on peut dire, comme au travail, de syndicalistes qui ne sont que syndicalistes, ce qui est une rupture avec un modèle où très souvent on avait un pied un peu partout pour pouvoir militer aux syndicats, aux partis et dans le monde associatif. Vous avez dit juste avant, effectivement, qu'ils étaient majoritairement à gauche, et c'est intéressant d'explorer aussi ce sujet-là. Vous le faites dans votre livre, dont je rappelle le titre, Les syndicats de l'éducation nationale. Ismaël Ferrat, vous parlez effectivement des relations entre le Parti socialiste et la Fédération de l'éducation nationale, qui est donc un syndicat assez ancien, et surtout entre 71 et 92. Pourquoi cette période-là en particulier? Et en quelques mots, je sais que c'est assez difficile, mais il faut lire le livre pour bien le comprendre. Pourquoi tout d'un coup il y avait un lien très fort justement entre le PS et la FN? Alors, la FN qui a éclaté entre UNSA et FSU, donc effectivement a eu des rapports très proches avec le Parti socialiste pour deux raisons. Le PS était un parti de profs historiquement, rappelons qu'en 81, lorsqu'il y a une nouvelle chambre élue à l'Assemblée nationale, la moitié du groupe socialiste est composée de personnel éducatif, ce qui quand même est assez unique en matière de sociologie des élus. Ça baisse depuis maintenant 35 ans, ce qui explique une partie en fait, de l'éloignement. On peut dire qu'il y a deux évolutions. Un syndicalisme qui est moins proche des partis, ça rejoint ce qu'on avait dit, et d'autre part, des partis politiques, y compris de gauche, où la part des enseignants baisse. Alors ça dépend. Au PS, ça a beaucoup baissé, mais on voit par exemple qu'à la LFI, le nombre d'enseignants parmi les députés est assez important. Donc on voit qu'il y a d'autres partis qui reprennent cette place importante des enseignants, mais ce n'est plus forcément la tradition, on va dire, du PS, où très clairement aujourd'hui, c'est plutôt des élus locaux, des énarques qui ont remplacé les enseignants. On parlait des jeunes qui sont effectivement plus dans le syndicalisme pur et peut-être un peu moins dans la côté politique, effectivement, la politisation de ces syndicats. Néanmoins, avec la montée de certaines idéologies dans le débat public, on l'a vu aujourd'hui, encore, vous venez de parler effectivement des États-Unis, mais tout ce qui se passe en France, bien sûr, et qui peut toucher de près l'Europe et la France, est-ce qu'on voit d'autres syndicats tendent vers davantage justement de politisation de leur même syndicat? Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que selon l'affiliation syndicale, l'orientation politique change. Il est évident qu'un syndicat CGT éducation, par exemple, sera plus à gauche en moyenne, s'entend, qu'un syndiqué, enfin plutôt syndicaliste, donc de la CFDT par exemple. Donc on retrouve des clivages politiques et syndicaux qui existent partout ailleurs dans le syndicalisme et le monde politique ou militants français. Donc il y a des différences entre syndicats marqués plus ou moins à gauche et des syndicats qui sont, on va dire, un peu moins marqués à gauche, mais globalement, ça reste un milieu très plutôt à gauche, pour des raisons d'ailleurs structurelles. Un milieu de fonctionnaires titulaires diplômés, c'est un milieu où structurellement le vote et l'orientation de gauche est fort. Être en opposition par rapport au pouvoir public ou en tout cas défendre les idées effectivement du monde enseignant dans sa globalité, ça peut être, comme vous l'avez dit avant, être plutôt contre les réformes ou être pour. Et donc il y a deux mouvements que vous expliquez dans votre livre. J'aimerais bien que vous en disiez un mot. Les réformistes face aux contestataires. Alors la frontière, elle n'est pas toujours simple et parfois c'est une frontière corporative. Typiquement, on voit que le syndicat qui a le plus bénéficié des évolutions du système éducatif et des réformes, c'est le syndicalisme des chefs d'établissement, qui d'ailleurs est devenu très influent, et c'est un syndicalisme qu'on connaît moins parce qu'il est moins visible. Ce ne sont pas des gens qui vont défiler dans la rue très régulièrement, mais c'est un syndicalisme qui a un poids réel, parce que c'est un secteur où les gens votent plus aux élections professionnelles. Il faut savoir que les non-enseignants de catégorie A votent plus que les enseignants. Donc c'est très intéressant comme distorsion électorale dans les élections professionnelles. Et c'est un syndicalisme qui pèse très clairement lorsqu'il s'agit de questions d'évaluation, d'autonomie, d'inspection. Autonomie des établissements, on peut le comprendre, puisque ce sont les chefs d'établissement, effectivement. Mais sur d'autres questions, par exemple, plus liées au programme, à l'institution, à la manière de défendre, la reconnaissance du statut, par exemple, est-ce qu'ils sont aussi tout à fait... ils ont un poids réel? Tout à fait. On voit très bien qu'aujourd'hui, il serait très compliqué d'imposer une réforme. Ça peut arriver, mais d'imposer une réforme qui soit contre l'avis des syndicats de chefs d'établissement, parce qu'eux pèsent, et pour le coup, comme ils sont devenus un maillon indispensable du système, parce que l'autonomie, effectivement, fait qu'ils ont un pouvoir extrêmement important, les pouvoirs publics font quand même attention à ne pas braquer les chefs d'établissement, alors que les enseignants sont vus comme étant moins conciliables et peut-être, en fin de compte, moins amenés à défendre des réformes. Donc, en quelque sorte, les pouvoirs publics distinguent entre les corps de métier dont les syndicats seraient, on va dire, dans une position de négociation, d'acceptation de réformes, et d'autres secteurs où on considère que de toute façon, il y aura relativement peu de négociations. Alors, c'est plus complexe dans la réalité, mais on voit qu'en tout cas, ça joue. Donc, ça fait que typiquement, au ministère, depuis 20 ou 30 ans, très clairement, les syndicats de non-enseignants
de catégorie A ont un poids qui a augmenté parce que le système éducatif leur donnait plus de poids, très clairement. Attendez, un poids sur le plan des effectifs ou un poids sur le plan politique? Alors très clairement sur le plan des politiques éducatives. Les effectifs de chaque établissement n'ont pas explosé dans le temps. Ils ont un peu augmenté parce qu'on a créé un peu d'établissements, mais aujourd'hui on est plutôt dans une vague de décrue démographique. Mais en tout cas, d'un point de vue des politiques éducatives, leur poids a augmenté. Donc ils ont quand même un impact, on en revient au début de nos discussions, ils ont quand même un impact réel sur peut-être, pas le ministère dans son ensemble, mais du moins quand même la façon dont sont pensées effectivement les politiques éducatives. Très clairement, aujourd'hui, on voit très bien que la plupart des réformes qui confortent l'autonomie des établissements scolaires, collèges, lycées, sont des réformes qui ont été pensées au moins en discussion avec les syndicats de chaque établissement. Ça ne veut pas dire qu'ils soient toujours d'accord, parce qu'il y a des désaccords parfois assez importants. Eux-mêmes se plaignent d'une surcharge de travail qui aujourd'hui pèse sur les chefs d'établissement, mais grosso modo, ils ont l'oreille des pouvoirs, quelle que soit la couleur politique. C'est très frappant de voir que depuis une trentaine d'années, les chefs d'établissement ont, en règle générale, une écoute réelle du ministère, même s'il y a des désaccords. L'oreille des couleurs politiques, on parle beaucoup de la gauche. Est-ce qu'il y a réellement des syndicats qui sont à droite, ou même très à droite ? Compte tenu, je veux dire, du paysage politique français, on peut se poser la question. Alors, il existe des syndicats qui sont moins marqués à gauche, pour prendre une litote. Très clairement, un syndicat comme le SNALC, qui est le grand syndicat traditionnel dans les lycées et les classes préparatoires, est un syndicat qui est historiquement marqué plutôt à droite, très clairement, même si aujourd'hui il se dit apolitique. D'autres syndicats, comme Force ouvrière dans le monde éducatif, sont des syndicats qui se disent très clairement séparés des partis, donc il y a des gens qui peuvent être de couleurs politiques différentes. Chez Force ouvrière, on peut trouver des gens qui votent à droite comme à gauche. Alors, il n'y a pas d'enquête sur le sujet, donc c'est compliqué de le dire, mais en tout cas... Ils sont apolitiques. Ils sont apolitiques et surtout, au fait, leurs liens avec les partis de gauche, on va dire, sont traditionnellement moins forts que d'autres forces, où là, ils sont assumés, voire historiques. D'accord. Plusieurs syndicats, on venait d'en citer plusieurs. Pourquoi autant de syndicats dans le monde enseignant? C'est vrai que j'ai l'impression que c'est précisément dans ce monde-là, effectivement, qu'il y a de plus en plus, qu'il y a le plus de syndicats. Est-ce que c'est une fausse idée ou pas? Alors c'est une réalité. La dispersion et l'émiettement sont à la fois réels et n'ont pas diminué, ça c'est important. Au fait, le champ syndical, le paysage syndical du monde éducatif est un paysage qui s'est émietté plutôt que regroupé. Donc en fait, depuis une quarantaine d'années, ça marche par division plutôt que par ajout. Et il y a deux raisons à cela. Premier élément, c'est un secteur où on n'a pas les grandes forces habituelles, CFDT, CGT, qui dominent. C'est un des rares secteurs où des fédérations autonomes ou spécifiques au secteur sont les plus importantes, ce qui fait que les grandes confédérations, CGT, CFDT, alors Force ouvrière monte un peu, restent au fait en deuxième, troisième, quatrième position. Oui, c'est un peu en marge, effectivement. C'est pas ceux qu'on reçoit le plus, et pourtant on est ravis, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à écouter, effectivement, l'UNSA ou SNUIP, FSU, enfin plein d'autres syndicats qui viennent souvent et qui défendent les idées. Pourquoi ? Alors, pour une raison en fait assez complexe, mais on va dire que il y a deux raisons, outre la spécificité du champ, c'est le fait que c'est un secteur où on se syndique par corps de métier. Au fait, les grandes confédérations, CGT, CFDT en particulier, considèrent qu'il faut syndiquer tout le monde ensemble. Or, ce modèle-là n'a jamais été majoritaire. Avoir des syndicats où il y a les chefs d'établissement, les enseignants, les inspecteurs, les AESH, etc., c'est un modèle qui est minoritaire et donc qui n'a jamais réussi à s'imposer dans le syndicalisme, ce qui fait que les syndicats traditionnels qui sont sur une base corporative restent plus puissants que les syndicats qui sont sur une base multicorporative. Le fort taux de syndicalisation chez les enseignants, là je parle effectivement les enseignants précisément, encore une fois on parle du monde de l'éducation nationale, donc il y a ce qu'on appelle les non-enseignants. Quel terme on pourrait trouver pour parler des non-enseignants? Il n'y a pas de terme, et d'ailleurs c'est très intéressant. Le fait qu'on n'arrive pas à trouver un terme est très révélateur du fait qu'on pense toujours le ministère par les enseignants, alors que rappelons qu'il y a plein d'autres professions qui permettent à l'école d'exister. Et oui, donc du coup, on parle de ce fort taux de syndicalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Alors, il y a très peu d'enquêtes, et vous savez que les organisations syndicales sont toujours assez compliquées à interroger sur leurs effectifs. C'est pas qu'à l'école, c'est partout. Donc c'est un phénomène général. On va dire en fait que ça reste supérieur à la moyenne de la population française, qui est très basse. Il faut savoir que la France est un des pays les moins syndiqués du monde occidental, donc c'est quand même un... Ah oui. Donc c'est fausse idée, effectivement, cette idée que les Français sont très... non. Les Américains sont beaucoup plus syndiqués que la France, par exemple, en moyenne, il faut le savoir. Les Britanniques, c'est pareil. Il va y avoir des problèmes avec le ministère de l'Éducation qui s'arrête alors, du coup. Ce sera un sujet outre-Atlantique, on va dire, important. Mais en tout cas, on est un pays dans lequel le taux de syndicalisation générale est assez faible. Il est plus fort dans le ministère de l'Éducation, mais c'est pareil, on voit que par le renouvellement générationnel, les plus jeunes ont tendance à être moins syndiqués que les plus âgés. Donc il y a un phénomène d'inversion démographique
où la syndicalisation progresse avec l'âge et décline avec la jeunesse. Alors, puisqu'on est assez précis, allons-y jusqu'au bout. Côté non-enseignant, est-ce qu'il y a aussi une forte syndicalisation ou pas? Oui, elle est plus forte d'ailleurs probablement que chez les enseignants. Et il y a un chiffre qui ne ment pas, c'est la participation électorale. Là, pour le coup, on peut mesurer les chiffres. Les non-enseignants de catégorie A votent sensiblement plus que les enseignants. Donc, il y a un phénomène de mobilisation différenciée. Les enseignants, depuis 2011, la date est précise, c'est le passage au vote électronique pour les élections professionnelles, a vu un déclin très très fort du taux de participation. Mais il y a une différence entre les enseignants et les autres professions sur le taux de syndicalisation qui reste au fait très différent depuis cette période. Alors on parle aussi, si vous le voulez bien, vous avez consacré beaucoup de conférences sur le sujet de la laïcité. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'aimerais quand même qu'on parle précisément du lien entre la laïcité et le syndicalisme, parce que c'est assez intéressant, et vous en parlez beaucoup mieux que moi, mais vous y consacrez une partie aussi dans votre livre. Et je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de débats finalement qui ont influé sur le débat public, des débats internes, pardon, chez les syndicats sur la laïcité qui ont influé sur le débat public, et notamment depuis la loi de 2004? Alors c'est plutôt le contraire, c'est plutôt les débats publics qui influencent les syndicats, en fait, qui sont aussi divisés que le reste de la société. Enfin, il n'y a pas de différence entre les syndicats et le reste de la société. On peut voir une fracture sur la loi de 2004. La majorité des organisations est pour, très clairement. Alors plus encore les chefs d'établissement, parce qu'eux, pour le coup, gèrent l'application de cette loi. On voit qu'il y a une petite différence avec les syndicats les plus à gauche, notamment Sud Éducation, qui est vraiment l'aile la plus à gauche du syndicalisme, qui est assez hostile à la loi comparé aux autres syndicats, mais on va dire que c'est une fracture minoritaire, puisqu'au fait le poids électoral du Sud reste assez faible dans le monde éducatif, même s'il monte depuis quelques années. Donc on va dire que la loi de 2004 suscite des tensions, même si grosso modo il n'y a plus d'organisation qui demande son abrogation, donc il y a une forme de consensus par défaut sur le sujet. Et d'autre part, il y a des questions sur jusqu'à où aller dans l'application de la loi de 2004, qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on n'intègre pas, est-ce qu'on doit renforcer notre interdiction. Donc il y a effectivement des débats, non pas sur ce qui existe, mais plutôt sur ce qui pourrait exister en matière de l'application du principe laïque. La place des femmes, quelle est-elle dans la syndicalisation? Alors, c'est un secteur qui est très féminisé en matière de profession et de professionnels. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme de parité qui se met en place. Les organisations voient des responsables qui sont aussi bien femmes que hommes. Donc le fait que les femmes soient sous-représentées a tendance à reculer petit à petit. Mais lorsqu'on voit dans les carrières syndicales, on retrouve quand même un peu d'inégalité genrée, très clairement. Les personnes qui sont détachées à plein temps, qui, comment dirais-je, sont sur le métier, sur l'activité syndicale, on va dire, sur des proportions de temps extrêmement importantes, sont des personnes qui sont plus souvent des hommes, alors que les femmes, elles se consacrent au syndicat et ne font pas autre chose. Donc en quelque sorte, dans les carrières militantes, dans le syndicalisme, les femmes ont des carrières qui sont strictement syndicales, plus souvent, on va dire, intermédiaires et locales, là où les hommes sont quand même plus nombreux en proportion au niveau national et sur les carrières à plein temps. Vous parlez du local, justement. Est-ce qu'il y a une différence, un ancrage plus local ou plus national en fonction des syndicats? Non, parce qu'au fait, on retrouve, comment dirais-je, des échelons. En fait, tous les syndicats ont des structures locales, intermédiaires et nationales, donc il n'y a pas de différence de structuration. La différence, elle est dans le nombre d'élus. Il y a des syndicats qui sont très présents au niveau national parce qu'ils ont beaucoup d'élus, en quelque sorte, là où d'autres syndicats sont moins présents parce qu'ils sont moins, ils pèsent moins électoralement, donc dans les élections professionnelles. C'est la seule différence. Sinon, toutes les structures syndicales sont assez communes. Une structure locale au niveau d'établissement, départementale, académique et nationale. Ismaël Ferrat, ça ne vous a pas échappé qu'il y a forcément des élections qui vont arriver, plusieurs échéances. Bien entendu, on pense tout de suite à 2027 pour la présidentielle, mais il y en a aussi avant. Quel va être le poids, en l'occurrence là, principalement, avec tout ce qui se passe, on parle beaucoup d'éducation depuis quelques années, et quel va être le poids des syndicats dans à la fois les programmes proposés par les différentes personnes qui se présentent, notamment à la présidentielle, mais même si je pense aux municipales, et quel va être leur poids dans le sens où à quel point ils vont pouvoir influer en fait, sur le discours? Alors, c'est toujours compliqué de mesurer l'influence sur les programmes politiques parce que l'écriture des programmes, c'est quelque chose de complexe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve un vieux clivage. C'est que les partis de gauche vont aller voir les syndicats, et là, les partis de droite vont pas forcément baser leurs propositions sur les syndicats, mais c'est plus complexe parfois sur les positions des chefs d'établissement, des corps d'inspection. Les partis de droite vont être très sensibles au fait de ne pas s'opposer aux syndicats, considérant que c'est important. Et encore une fois, sur une même question, les fractures ne sont pas forcément politiques, typiquement, sur le collège unique, sur la question des apprentissages, de l'orientation. On vient de parler récemment des questions d'orientation. On se rend compte que parfois, les partis politiques sont eux-mêmes divisés. Donc, l'influence des syndicats, elle n'est
pas nulle, hein, elle existe. Simplement, elle est elle-même fragmentée parce que leurs interlocuteurs sont eux-mêmes divisés sur le sujet. Typiquement, vous interrogez les partis politiques sur qu'est-ce qu'on fait du collège unique. Les partis sont souvent assez ambivalents sur qu'est-ce qu'ils vont faire sur le sujet. D'accord. Merci beaucoup Ismaël Ferrat d'être venu sur le plateau du Grand JT nous parler effectivement des syndicats d'éducation nationale à travers ce livre que vous pouvez évidemment retrouver dans toutes les bonnes librairies, édition PUF. Je ne sais pas si on dit PUF ou PUF. PUF, hein, PUF, hein, c'est bien ça, parce que la PUF, c'est pas ça. Je voudrais pas faire de bêtises, mais j'en fais quand même. Merci à vous d'être venu sur le plateau. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. Au revoir. De retour dans le Grand JT d'éducation, j'accueille Marine Courtade. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et également autrice de cette merveilleuse bande dessinée. On ne parle pas de ces choses-là, parue chez Casterman. Marine Courtade avec l'illustratrice Alexandra Petit. Merci beaucoup de venir sur ce plateau. Ce qui revient souvent, très souvent, pour ceux qui ont subi l'inceste, mais aussi pour ceux qui s'interrogent sur la complexité justement de l'interdit, cette question de l'inceste, c'est la mécanique du silence. Le silence, vous en parlez avec ce titre, hein, on ne parle pas de ces choses-là, d'où le titre de cette bande dessinée. À quel moment vous avez pris conscience finalement que le silence est tout aussi structurant, traumatisant finalement, que le traumatisme en lui-même de l'inceste ? Ça, j'ai mis des années à m'en rendre compte. En fait, je me rendais bien compte qu'une des particularités de l'inceste, c'est que ça revient sans cesse dans ma vie quotidienne de plein de manières insinueuses. Il y a les conséquences qui sont propres aux violences sexuelles et qui sont communes à toutes les personnes qui connaissent ce type de choses. Mais il y a les violences propre à l'inceste, c'est typiquement de voir mon père qui, en vieillissant, se mettait à ressembler à son propre père, de voir que à chaque réunion familiale, on parlait du père de mon père comme ça, comme si c'était jamais rien passé, etc. Et toutes ces petites choses ont contribué à me faire prendre conscience qu'effectivement, il y a un vrai silence qui s'instaure, il y a un vrai tapis qui est mis sur ce qui s'est passé et qui fait que chacun a envie de continuer à vivre sa vie comme s'il n'y avait pas eu de problème, comme s'il n'y avait pas eu un événement qui n'aurait jamais dû avoir lieu dans une famille. Vous venez de le dire, hein, le père de mon père et pas mon grand-père. Dans les premières pages aussi, l'héroïne dit « Je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais même pas que ça avait un nom ». Et je voudrais m'arrêter sur ce sujet justement. Est-ce que l'absence de mots est déjà en soi une forme de complicité de ce silence ? Je pense qu'en fait, l'inceste, c'est une bombe à déflagration sur tout le monde, en fait. Et je pense que typiquement, en tant qu'enfant, mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, évidemment qu'aucun enfant ne va utiliser le mot viol. Il va essayer de raconter ce qui s'est passé par plein d'autres manières, parce que tout d'un coup, il va devenir plus colérique, il va faire des cauchemars, il va faire pipi au lit à des âges où on n'est pas censé faire pipi au lit. Donc tout ça, ça va raconter quelque chose, mais il va jamais mettre le mot sur ce qui se passe. Et les adultes, c'est pareil, en fait. Ils doivent faire avec les moyens qu'ils ont face à quelque chose d'innommable et d'inimaginable. De se dire que son propre père est en train d'attaquer ses enfants, ça crée forcément un court-circuit qui entraîne ces silences plus ou moins importants chez chaque personne de la famille. L'absence de mots, l'absence de vocabulaire pour pouvoir exprimer quand même, hein, c'est très fort effectivement. Il y a le silence, donc vous l'avez dit, hein, des victimes, donc souvent les enfants, le silence des parents, mais aussi le silence de la société. Qu'est-ce qui, et c'est peut-être un peu trivial comme question, mais qu'est-ce qui est le plus destructeur par rapport à l'autre finalement ? Moi, je pense que c'est le silence de l'entourage qui est le plus destructeur parce qu'on doit continuer à faire comme si il s'était rien passé. Le silence des victimes, moi, c'est celui que je comprends le mieux. Il n'y a rien de plus difficile que de sortir du bois, entre guillemets, et de dire voilà ce qui m'est arrivé et voilà avec quelle personne ça m'est arrivé. L'entourage... on attend d'eux, quand on a des parents, des oncles et tantes, etc., on attend d'eux une certaine forme de protection quand on est enfant. Et cette protection, elle ne vient pas forcément parce que, justement, eux-mêmes, ils sont en train de gérer émotionnellement tout ce que ça représente, le fait d'avoir un père comme ça. Et donc, ils sont incapables d'avoir les moyens d'être dans cette parole d'écoute, d'être dans cette capacité d'entendre, de parler et de communiquer avec l'enfant. Ouais. Le silence de la société aussi, le fait que, finalement, très peu de personnes soit condamné, le fait que... Le silence de la société, il est démentiel. Enfin, ça, c'est...
Moi, ça a contribué au fait que je porte pas plainte, de savoir qu'il y a autant de cas qui finissent aux oubliettes de la justice. Évidemment, ça n'incite pas à porter plainte quand on a 15 ans et qu'on est adolescent et qu'en fait, on va devoir raconter des faits sexuels qui se sont passés dans notre enfance alors qu'on est forcément timide de parler de ces choses-là quand on est adolescent. On est forcément aussi dans nos propres découvertes de premiers petits copains, etc. et qu'on doit nous-mêmes faire face aux conséquences de ce qu'on a vécu face aux premiers petits copains qu'on a. C'est impossible d'aller devant la justice quand on sait que personne ne nous entend et que les chiffres sont démentiels sur ces questions-là. Ouais. Il y a la question de la honte qui revient, et notamment dans cette bande dessinée, à un moment, la mère détourne les yeux et dit cette phrase « je ne veux pas de problème ». C'est une phrase qui revient souvent dans les familles tradies, mais même, en fait, peu importe le milieu social. « Oh là, je veux pas de problème, je veux pas entendre, je veux pas, je ferme les oreilles ». C'est la peur, la lâcheté, la honte, c'est quoi? C'est un peu tout ça à la fois, je pense. En fait, c'est fou parce que qu'on soit d'une famille aisée ou de classe ouvrière ou quel que soit le milieu dont on vient, on se rend compte que les réactions sont toujours les mêmes en fait. Et effectivement, il y a une peur du on-dit, une peur de qu'est-ce que les autres vont penser de nous, qu'est-ce que les autres vont penser de notre famille, est-ce que les autres vont penser que parce que mon père a fait ça, je suis capable de commettre des faits comme ça, et tout ça, et puis voilà le côté extrêmement tabou de ce que représente l'inceste, tout ça mélangé fait que ça contribue à mettre en place ce mécanisme de l'omerta, ouais. C'est le mécanisme de l'omerta, en plus, qui vient avec l'explosion, si je puis dire, de la vérité. Et encore une fois, dans la bande dessinée, je n'ai pas noté la page, mais je vous montrerai après les illustrations d'Alexandra Petit qui sont absolument remarquables. Un des personnages dit « Ce n'est pas vrai tant que ce n'est pas dit ». C'est finalement le non-dit qui domine. Oui, en fait, ce qui peut paraître fou, c'est que l'agresseur ne dit jamais à l'entourage « taisez-vous, ne rapportez pas ce que je suis en train de faire aux enfants, etc. » C'est l'entourage de lui-même, chaque personne qui tout d'un coup va contribuer à participer à ce silence en se disant « Ah non, mais là, il faut surtout pas en parler parce que c'est la honte, il faut surtout pas en parler parce que qu'est-ce qu'on va penser de nous ?» Et donc, chaque personne, avec ses petits arrangements avec soi-même, etc., et puis ce sentiment de honte qui est dilué partout, qui va contribuer petit à petit à faire en sorte que cette histoire soit tue. Et du coup, ça va contribuer à la multiplication des victimes. Il y a le prisme de la honte, effectivement, qui est vécu de la part des victimes, du silence, et puis surtout de ne pas comprendre ce qui se passe très clairement. Très souvent, c'est ce qui est redit au travers des témoignages. Et puis, vous montrez aussi dans ces dialogues que les hommes doutent toujours de la place des victimes, de la parole des victimes, finalement, avec des phrases « tu veux te venger », ce qu'on a entendu aussi beaucoup par rapport aux viols faits sur les femmes, mais sur les enfants aussi. Tu l'as rêvé, en fait, c'était dans ton imaginaire, des phrases qui reviennent très souvent. C'est vrai que souvent dans les histoires d'inceste, quand la personne victime se met à parler, elle est souvent mise au banc de la famille. Il y a souvent deux camps qui se forment, ceux qui la croient et ceux qui ne la croient pas. Et donc ça va scinder la famille en deux. Et cette responsabilité-là, elle est extrêmement dure à porter pour une victime. Et donc ça contribue aussi au fait que les victimes n'aient pas envie de parler parce que naturellement, on aime son grand-père, naturellement, on a envie de faire corps avec sa famille. Et donc, c'est très dur, en fait, de se dire « Ok, j'y vais, je parle, et je parle en sachant qu'il va y avoir des conséquences et que je ne sais pas quelles conséquences il y aura à ma parole. » Oui, c'est la culpabilité, en fait, qui naît à ce moment-là. Le fait de se dire « Je peux casser une famille ». Ouais, il y a une forme de culpabilité et c'est un poids immense en fait de se dire qu'on est potentiellement le responsable de celui qui va scinder la famille en deux, qui va créer des scissions, des engueulades entre chaque membre de la famille, des questionnements sur des Noëls, qui va à Noël, qui n'y va pas parce qu'on n'a pas envie de voir un tel, on n'a pas envie de voir machin, et donc tout ça, ça peut être très lourd à porter, ouais. Le format bande dessinée pour parler d'un sujet si dur mais si essentiel, bien entendu, c'est peut-être une façon aussi, disons, d'être un peu moins frontal, peut-être, par rapport au sujet ?
Oui, il y avait plusieurs raisons qui m'ont poussée à le faire sous forme de bande dessinée. Déjà, ça me permettait de protéger moi, ma propre famille, parce que l'idée, c'est pas de les montrer du doigt, mais c'est vraiment de raconter qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qui s'est passé dans notre famille quand on regarde les chiffres, et plutôt de se servir de ce qui nous est arrivé pour permettre une réflexion plus collective sur tout ça. Et puis c'est vrai que la BD, ça permet de parler au plus grand nombre. C'est souvent, les bandes dessinées, c'est souvent des choses qu'on se donne entre enfants, adolescents et parents dans une même famille, donc je me suis dit que ça pouvait contribuer effectivement à libérer la parole au sein des familles à notre toute petite échelle, quoi. Les illustrations d'Alexandra Petit, ils sont pour beaucoup aussi, elles jouent un rôle primordial évidemment, il y a le récit bien entendu et puis les dessins qui sont associés. Là on voit une colorimétrie qui est très présente dès le début, qu'on retrouve aussi tout au long de la bande dessinée, qui est dans les tons terre, feu, très orangé, très marron, qui est assez glacial à la première lecture. C'était un choix que vous avez fait toutes les deux? Ouais, on avait eu plusieurs challenges en écrivant cette BD. On voulait, il y a beaucoup de passages du présent au passé, et donc on voulait vraiment marquer l'image, le fait que tout d'un coup on est dans le passé, tout d'un coup on est dans le présent, que ce soit très identifiable tout de suite. Puis on voulait que ce soit des couleurs qui soient pas rebutantes. Au départ, on avait pensé au noir et blanc, et on s'est dit l'inceste, on sait que c'est un sujet qui est déjà compliqué pour les gens à aborder, donc si on met du noir et blanc, ça va encore plus alourdir le propos. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ces choix de couleurs. Et le fameux père de mon père, le fameux Auguste, et tout d'un coup ce choix du bleu, le bleu dont on pourrait imaginer effectivement le lien avec le ciel bleu, et pour autant on dit quelque chose de très grave. Auguste m'a violée quand j'étais petite et je ne suis pas la seule. Le choix du bleu, c'est Alexandra, elle le raconte souvent en rigolant, en disant qu'elle est partie de la couleur de mes yeux et qu'ensuite elle s'est servie de ça pour aller vers le bleu et pour raconter tout ça. Elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, effectivement, on voulait essayer de rester subtil dans la manière dont on raconte cette histoire. Donc on a vraiment fait un choix en accord toutes les deux pour raconter cette histoire sans jamais montrer les scènes de viol, etc. Mais en faisant le choix, par exemple, typiquement sur cette image que vous avez montrée, de montrer le grand-père tel qu'on connaît tous un grand-père. Un grand-père, c'est qui? C'est quelqu'un qui va prendre ses petits-enfants dans les bras, qui va jouer avec eux, qui va les emmener au parc, qui va faire les devoirs, etc. Et donc, on allait chercher ces images-là, tout en collant les mots qui sont ceux de mon récit, pour montrer un peu le fossé qu'il peut y avoir entre l'image que se donne un monstre et la réalité. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais écrit monstre sur la tête des personnes qui violent. Donc c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens lambda en fait. Non, ce ne sera pas ni vous ni moi. Non, ça c'est sûr. Est-ce que c'est possible de pardonner aux personnes qui ont gardé le silence ? Oui, je pense que eux, c'est possible de leur pardonner parce que d'aller les rencontrer, de pouvoir parler de ça avec eux, il y a des silences que j'ai compris, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ces silences. Il y a des silences qu'on peut comprendre parce qu'on se rend compte qu'en fait, la vie, elle est faite de plein de nuances, qu'on est tous des millefeuilles de complexité. Et donc, on se débrouille comme on peut avec les moyens qu'on a. Celui à qui, par contre, je pardonnerai jamais, c'est plus le père de mon père. Ouais. Le père de votre père, vous avez pu avoir des échanges avec lui, de discuter ? Ah non, pas du tout. Lui, il est décédé et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui. Aujourd'hui, lorsque vous réalisez notamment une bande dessinée, un ouvrage comme celui-ci, on ne parle pas de ces choses-là. Quand vous continuez à travers votre métier de journaliste également à sillonner le monde, à parler, c'est aussi de ces enfants, de ces femmes, de ces jeunes qui vivent des drames, que ce soit dans des zones de conflit, mais aussi avec des monstres, comme vous le dites, je reprends le terme que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous avez l'impression aussi de non seulement continuer de dénoncer, mais aussi de vous réparer ? Ouais, c'est marrant parce que en fait, j'avais jamais pris conscience, ça fait plus de 10 ans que je suis journaliste, et j'avais jamais pris conscience que, en fait, dans les reportages que je faisais, j'avais tendance à aller vers les sujets sur les violences sexuelles, et j'avais jamais fait le lien avec ma propre histoire, en fait. Et c'est au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce projet de BD que j'ai compris que, effectivement, c'était pas du tout innocent de ma part d'aller vers ces sujets-là en tant que journaliste. Et effectivement, je pense que moi, je me suis réparée d'une certaine manière
en faisant ces sujets-là, parce que du coup, j'ai entendu des experts, j'ai pu approcher des gens qui connaissent ces sujets-là et qui m'ont permis d'apporter des réponses à ma propre histoire. Et je pense que je veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai une capacité d'écoute et dans la manière de poser des questions à ces femmes victimes que j'ai pu interviewer, où on sent tout de suite qu'on sait qu'on parle des mêmes choses. Ouais. Ça s'appelle la résilience. Merci beaucoup, Marine Courtade, d'être venue dans le Grand JT. Avec Alexandra Petit, vous avez donc réalisé cet ouvrage. On ne parle pas de ces choses-là. Et c'est paru aux éditions Casterman. Une bande dessinée, un ouvrage à offrir de toute urgence, aux petits comme aux grands. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand JT. Et tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Tout ce qui a trait à la séparation et au rejet, quand on en a souffert. Eh bien, on peut souffrir, effectivement, de carences affectives, c'est-à-dire l'impression qu'il nous manque d'amour. En fait, il y a un gouffre, on se sent seul, que personne ne peut nous aimer. Vous avez le schéma d'abandon, c'est-à-dire les gens qui se sentent tout le temps abandonnés, on va les abandonner, ils guettent l'abandon, la vie tourne autour de l'abandon, et notamment des relations affectives. Vous avez aussi le schéma d'imperfection, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment imparfait, indigne d'être considéré, il y a un truc qui cloche en nous, on est défaillant. Et puis vous avez le schéma de méfiance, c'est-à-dire que par défaut, les gens vont abuser, nous tromper, nous faire du mal. Ces schémas, alors on ne va pas tous les lister, mais il y en a aussi toute une série au chapitre du manque d'autonomie, au chapitre du manque de contrôle et de limite. Ouais. À l'opposé, qui est l'excès de contrôle et de limite, il y a aussi la question de l'orientation vers les autres. Et tout ça, et c'est ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'on y répond de plein de façons, soumission ou inhibition, éventuellement surcompensation, on a plein de façons de réagir à ces sources de stress quand on n'arrive pas vraiment à les métaboliser. Tout à fait. Alors, on a plusieurs grandes catégories. Face à ce genre de schéma, on peut développer ce qu'on appelle des stratégies inadaptées qui font qu'on va souffrir, on va saboter notre vie. Alors, on a, par exemple, la stratégie qui est l'assujettissement. Je me soumets. Imaginons que j'ai quelqu'un qui a un schéma d'abandon. J'ai très, très peur d'être abandonnée. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas que mon conjoint me quitte? Je vais être tout le temps d'accord avec lui, par exemple. Donc, ce sont des gens qui vont être très conciliants, très... Mais qui le vivront mal. Ah oui, tout le temps. Parce qu'on a le droit d'être conciliant en le vivant bien. Tout à fait, non, pas du tout. Ils disent oui au lieu de dire non. Enfin, ils font tout le temps plaisir aux autres. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont le syndrome du caméléon. Ils ne savent pas trop qui ils sont et donc ils ne sont pas du tout connectés à leurs besoins. Vous êtes la fondatrice de Columbus Éducation et puis autrice aussi de ce livre qu'on va voir à l'écran dans un instant où vous avez diffusé votre pédagogie Mieux me connaître pour bien m'orienter. Alors vous êtes passionnée par les jeunes. C'est un truc qui vous a toujours suivi depuis des années, dans le cadre de Columbus Éducation, dans le cadre de ce livre aussi. Qu'est-ce qui vous a amené depuis toutes ces années à agir en faveur de leur épanouissement? Alors, en fait, pour être précise, c'est plutôt une reconversion. J'ai découvert en fait le grand milieu de l'éducation et comme une nouvelle, un engagement il y a quelques années quand je me suis retrouvée moi-même face à une page blanche. Après 20 ans de vie professionnelle variée, donc avec un engagement d'abord pour mes enfants. Enfin, on découvre toujours un peu les questions d'éducation, d'accompagnement déjà avec ses enfants. Et puis ensuite, grâce aux outils de développement personnel que j'ai moi-même découvert quand je me suis retrouvée face à cette page blanche sur ma vie professionnelle. Donc vous avez complètement changé de braquet et vous vous êtes dit, ça y est, maintenant c'est l'épanouissement des jeunes qui va devenir ma nouvelle vie. Je me suis dit que de toute façon, pour relever les grands défis de notre société, le sujet, c'est l'éducation. Ouais. Le sujet, c'est accompagner les jeunes, leur transmettre des outils et une vision aussi, puisque je me suis basée sur mon côté positif. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Et dans ce milieu où il y a beaucoup de... on parle de stress, vous le disiez, d'angoisse. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont plombants et négatifs. Et moi, c'est pas du tout ma vision. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter à cette jeunesse. J'ai quand même le sentiment, effectivement, que cet événement s'inscrit parfaitement, puisque je rappelle qu'on est dans une année européenne de l'éducation
à la citoyenneté numérique et que ça prend véritablement tout son sens. Exactement. Donc cette année 2025, le festival Haute-Seine Digital Games, dans sa 4e édition, a été labellisé par la CNIL et par le Conseil de l'Europe comme le premier événement de cette année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique. Et nous en sommes très fiers. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Et ça s'est traduit sur le festival par un pôle sensibilisation renforcé par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire tous les acteurs de tout ce qui est la prévention, la lutte contre les fake news, tout ce qui est le cyberharcèlement, cybersexisme, tout ce qui tourne autour des dérives finalement de l'utilisation des réseaux sociaux et de l'Internet. On a eu énormément d'acteurs présents, l'ARCOM, la CNIL, l'association e-enfance, enfin voilà, des partenaires de renom qui nous ont accompagnés une nouvelle fois, qui sont fidèles sur ce festival. Un certain nombre de solutions. Il y en a une notamment à laquelle vous êtes très attaché, c'est la méditation, et notamment dans la variante méditation de pleine conscience. Oui. Moi, je pense que c'est important parce que la méditation permet de calmer nos émotions difficiles. Parce que lorsque on est en proie à des émotions, on peut avoir des réactions inadaptées pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est-à-dire, si on est en colère, on peut, par exemple, crier sur nos enfants, déraper, dire « oh, t'es stupide, t'es maladroit », etc. Donc, la méditation permet de faire un pas en arrière et d'accepter nos émotions et de prendre du recul par rapport à nos schémas et s'en sortir. Il n'y a pas de secret, il va falloir s'entraîner. Vous proposez d'ailleurs plein d'exercices dans le livre. On peut tisser aussi un petit dialogue avec notre critique intérieur, dites-vous. Donc le critique intérieur, si je résume, c'est un peu Jiminy Cricket, mais pas sympa. Exactement, vraiment pas sympa du tout. Pas du tout. Donc cette critique intérieure, eh bien, en fait, c'est un dialogue intérieur qui est pas très sympa, qui peut nous critiquer, nous donner trop d'ordre, d'exigences, et ça nous fatigue, ça nous stresse, et c'est important de prendre du recul avec cette partie-là de nous, et notamment par la méditation. Près d'un adolescent sur deux présente des symptômes d'anxiété. 43% surtout ne perçoit pas, je vais y arriver, l'utilité de ce qu'ils apprennent à l'école. C'est quand même des chiffres qui vous ont inquiété, j'imagine, qui vous font réagir et qui vous font dire en fait, cette génération, on a besoin de lui donner aussi envie d'apprendre, ce que vous me disiez tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité, mais je pense qu'il existait, il y a toujours eu des jeunes scolaires qui s'épanouissent en classe, etc. Et puis il y a quand même toujours eu près de la moitié de la classe, finalement, 43%. Près de la moitié de la classe. Bon, moi, j'étais un peu dans ces jeunes-là qui s'ennuient. C'est hyper compliqué de rester assis sur une chaise à écouter, même si c'est intéressant. Mais à cet âge-là... Voilà. Mais l'effet que si vous l'avez ressenti, ça veut dire que les choses ne changent pas au fil des années. Et les choses ne changent pas. Et malheureusement, les choses vont même, à mon avis, s'empirer parce qu'on est quand même sur une génération digitale qui va vite, qui se lasse vite, qui scrolle, et qui s'ennuie. Enfin, on voit même la durée des cours qui est passé d'1 heure à 50 minutes, à 45 minutes, et je ne sais pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais je suis sûre qu'on va être obligé de réduire ces temps scolaires, académiques, pour presque faire la moitié d'un cours, et la moitié, en fait, il faudrait tout le temps qu'ils soient en TP, en activité. Pour s'adapter à leur temps d'attention, c'est ce que vous... C'est par rapport à l'attention, par rapport à l'intérêt, justement, aussi, à la motivation, et au côté concret de ce qu'on apprend, en fait. À quoi ça sert ? Sylvestre, c'est un événement, bien sûr, local, départemental plutôt, avec une résonance, une dimension nationale. Vous avez déjà reçu des coups de téléphone des autres départements pour savoir justement absolument. Comment vous articulez cet événement qui est massif, qui est énorme. Il est massif et il est assez unique dans sa composition, dans la façon dont il est pensé. Oui, on a été contacté par d'autres territoires. On a aussi des étudiants qui viennent d'autres pays et même de loin pour le festival. Oui. Alors, je crois que c'était du Canada. Oui, non, mais je crois qu'on a quelques équipes. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ces concours dont nous avons parlé de robotique et création de jeux vidéo réunissent quand même 114 équipes. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez massif. Et puis nous invitons aussi tous ceux tous les collèges du département et les lycées d'ailleurs, qui ne participent pas forcément à un concours, à venir visiter le festival également. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Romain Luc, le son Thibaut Gris-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain. Ciao.